t'ai promis que j'allais les défoncer un par un. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Oh! Vous allez payer pour la mort de mon frère. Non, calme-toi. Pas de problème. C'est pas nous qui avons tué ton frère. Nous, t'es gentil. Nous sommes assommés ton frère. Avec un bas de bullante. Tête et sur la main. Aïe. Après, mettre la main dans le visage de ton frère. Ton frère, ah, mon Dieu, quand t'as dit ces bulles. C'est que ces bulles, c'est comme des UV. Hein? Non, je dis, nous, t'es gentil. Seulement la fête de chaos. Pas fait de mal à un panda. Moi, j'adore la Chine. Oh, je kiffe la Chine. J'adore tout ce qui est chinois. J'adore le vermicelle, le soja, les sauces aigres douces. Oh, mon Dieu, c'est un délice. Oh, c'est un délice, les beignets. Non, mais attention, c'est tout ça, mon ami. Moi, je suis une racaille. De Nitas. Une racaille de Shanghai. Mais c'est kick. Écoute, je parle pas votre langue. Maintenant, tu sors de l'eau. Je vais t'offrir une mort spectaculaire. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 16. Cette semaine, diffusion d'un entretien avec Antoine Guérin, directeur des éditions Spectrum Film, dont nous avons parlé plusieurs fois dans cette émission. Entretien enregistré le 13 novembre dernier à la mini-convention cinéphile organisée par l'association 97 mm à Rennes. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, émission un peu particulière, puisque donc si vous entendez les bruits parasites extérieurs, nous sommes dans un lieu bondé, puisque nous sommes au bar de l'Overlook à Rennes, à l'occasion de la mini-convention organisée par l'association 97 mm qui réunit plusieurs éditeurs de livres et de DVD. Et nous sommes pour cette occasion avec un invité très spécial donc puisque nous avons parlé maintes et maintes fois de son travail dans notre émission. Donc c'est l'éditeur de Spectrum Film, Antoine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Antoine Guérin donc. Antoine Guérin, absolument. Voilà. Et donc pour m'accompagner, je suis bien évidemment avec la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma droite, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a aussi Simon. Bonsoir. Bonsoir. Et à la mise en son, évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, nous sommes très heureux d'être avec toi Antoine, parce qu'à force de parler de tous ces merveilles que tu édites, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de te passer à la questionnette de l'histoire de Spectrum Film et du monde d'édition de manière générale en termes économiques, artistiques et ces divers aspects. Donc on va revenir un petit peu sur l'histoire de Spectrum avant de plonger dans le vif du sujet, du bordel des affaires, je pense. Et donc que Spectrum Film, si je dis pas de bêtises, maintenant ça a une dizaine d'années. Un peu plus, puisque Spectrum a été créé, pour être précis, en mars 2009. Donc effectivement, c'est un peu plus de 10 ans. Voilà, donc déjà, et du coup, d'où est venue cette idée de faire une maison d'édition de DVD Blu-ray sur un marché qui était déjà, surtout à l'époque, avant que le marché commence un peu à se péter la gueule, où il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient proposées. Alors avant de créer Spectrum, en fait, je travaillais en tant qu'acheteur. En fait, je faisais la même chose que ce que je fais avec Spectrum, mais pour des éditeurs autres. Et j'ai commencé en fait à bosser avec Jean-Pierre Dionnet, vraiment au tout début des années 2000, où j'avais été engagé en fait pour créer une base de données de l'ensemble de ses collections. Donc c'est un peu le boulot rêvé. Voilà, quand on a 25 ans, on arrive et là, c'est vraiment. Je me suis retrouvé au milieu de centaines de laserdiscs, de VHS, etc. Donc il y a vraiment une vraie caverne d'Alibaba. Et au fur et à mesure, avec Jean-Pierre, on s'entendait bien. Et il a commencé à me faire mater beaucoup de films. Je faisais des comptes rendus, des fiches de visionnage. Et puis j'ai commencé à faire un marché, un second marché. Voilà. Après Jean-Pierre, j'ai travaillé pour des éditeurs indépendants comme CTV, par exemple. D'accord. Voilà, qui a sorti pas mal de choses. Memories of Murder, Full Time Killer, tous ces trucs-là. Une première collection Shaw Brothers. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour un éditeur qui s'appelait Cubic Video, avec lesquels on a sorti Suicide Club. On a sorti des gros films coréens. Et puis à force de
à force de faire des deals, de rencontrer les gens, en fait, on tisse une toile et puis à un moment donné, on se dit mais merde, on fait gagner de l'argent à des gens et il est peut-être temps maintenant de le faire par nos propres moyens. Et voilà, on s'est dit, on crée Spectrum. Voilà comment ça a commencé en fait. Et c'est quoi Est-ce que tu avais déjà une vision entre guillemets des choses que tu voulais faire avec cette boîte, ou alors est-ce que tu es allé un peu on va dire, à l'aveugle avec certains titres ou certains metteurs en scène que tu aurais voulu mettre en avant? En fait, j'avais une vision assez claire dès le départ, parce qu'il y avait une grosse frustration en bossant avec certaines personnes, parce que les films que je proposais, on me disait non, c'est trop barré, c'est trop niche, ça marchera pas, etc. Donc tout ça, moi j'ai dit ok, donc ça restait dans le coin de ma tête, etc. Et finalement, quand j'ai créé Spectrum, je savais exactement où je voulais aller. Les idées étaient déjà claires. Après, c'était une question de matériel. C'était naturellement une question de prix de droit. Parce que parfois ça peut être très cher. C'était une question de disponibilité. Il y avait beaucoup de films de Hong Kong qui étaient déjà pris, qui étaient chez Metro à l'époque, etc., etc. Donc il fallait être patient en fait. Et du coup on a démarré, je crois que le premier film qui est sorti chez Spectrum, ça doit être Feilan, donc un film qui avait eu avec Choi Min-sik, qui avait eu le prix, le grand prix au Festival du film asiatique de Deauville. Et la patience, on a démarré avec, donc c'était 2010, nous on a fait exclusivement du DVD jusque je crois 2016, avant le basculement au Blu-ray. Mais j'avais quand même une vision assez claire en fait en tout cas, on voulait se faire plaisir. Déjà, c'était vachement important de sortir les films que nous on aime. Et puis, avec aussi, alors, une des raisons pourquoi le cinéma asiatique. Moi, j'ai grandi en Normandie, à la campagne, dans les années 70. Donc, les seuls comptes rendus qu'on avait des films, c'était les journalistes qui avaient la chance d'aller dans les différents festivals aux quatre coins du monde. Et je me souviens très bien, il y avait des couvertures de la revue Positif. Il y en a eu plusieurs, je crois 3 ou 4, où c'était des images des films de King Hu, avec l'actrice Xu Feng par exemple. Et moi, c'est un truc qui est complètement alimenté mes fantasmes sur des films qu'on voyait jamais, que j'ai vu, que j'ai découvert plus de 15 ans après en fait. Et tout ça, ça m'a travaillé. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, voilà, ces films-là, moi, qui m'ont fait fantasmer, je veux pouvoir les montrer. Tout simplement, puisqu'il y a des choses la Shaw Brothers, il a fallu attendre vraiment la fin des années 90 avec le rachat du catalogue par Celestial Pictures qui a tout restauré et on a pu découvrir les films correctement, sinon ça restait invisible. Ouais, c'est ce que j'allais, parce que c'est un truc que j'ai remarqué moi dans les Blu-ray que tu édites, hein, c'est que effectivement il y a ce logo Celestial Pictures, mais que moi t'as un logo que je voyais déjà dans les années 2000 chez d'autres éditeurs. Et j'ai l'impression que ça a été une courroie de transmission, Celestial Pictures, assez importante pour la diffusion du cinéma de Hong Kong et notamment du cinéma de la Shaw Brothers surtout en Europe. Et je voulais savoir un peu, parce que c'est une boîte qui n'est pas très connue en fait en Europe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? En fait, Celestial a racheté presque 1000 films en fait, du catalogue de la Shaw Brothers. Les mecs, ils ont mis vraiment le billet sur la table et ils ont tout restauré. C'est-à-dire qu'ils ont repris tous les négatifs originaux. C'est une boîte hongkongaise. Non. Alors, il me semble que c'est pas hongkongais. Enfin, c'est un bureau hongkongais, mais je crois que c'est plutôt vraiment une boîte d'Asie du Sud-Est. D'accord. Voilà. Et donc, ils avaient les facilités, les studios de restauration, ils avaient tout en fait. Et ils ont passé plusieurs années à faire tout ce travail. Et alors, j'ai plus exactement en tête l'année, mais je pense qu'à la fin des années 90, on commençait à sortir leurs éditions hongkongaises, des DVD, etc., avec des bonus. Ce qui était rare pour les éditions de Hong Kong d'avoir des bonus, avec des intervenants type Belogan, des acteurs, etc. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu les collections chez Wildside par exemple. C'est comme ça que voilà, on a pu en découvrir dans de bonnes qualités. Mais voilà, c'est effectivement Celestial qui a fait ce travail-là et je pense que c'était des enjeux économiques énormes. Ils ont vendu ça, ils ont acheté les droits monde en fait de tous ces films-là et ils ont dispatché comme ça les droits et c'est grâce à ça en fait. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est un... Alors je sais pas, Celestial, je sais pas en quelle année ça a été fondé, mais c'est vraiment juste post-rétrocession quoi. C'est après, ouais, tout à fait. C'est vraiment une fois la rétrocession amenée que le cinéma de Hong Kong a vraiment commencé à se diffuser. Je veux dire, après la période des années 70, on va dire, voilà, il a du film de karaté, ou ce qu'on appelait le film de karaté à l'époque. J'ai l'impression que la deuxième grosse phase, c'est ça, quoi. C'est fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000 à peu près, quoi. Et c'est intéressant. Il y a un lien entre les deux ou pas du tout? Je suis pas sûr. Alors il y avait des droits ou la Shaw qui avait besoin d'argent, j'en sais rien. Enfin.
il y a un monsieur qui s'appelait Christophe Chanclot, je ne sais pas si c'est ce Oui, nom. Voilà. son âme. Voilà. Et Christophe, en fait, qui a sorti plusieurs bouquins, il avait dans les années 80 initié une collection de VHS, c'était Panda Film, je crois. Et en fait, lors d'une conférence, ça m'avait marqué. Il avait émis cette idée que je trouve finalement intéressante, c'est qu'il avait expliqué que c'est grâce à la chute du mur de Berlin qu'en fait tous ces films par rapport à nous de l'Est, en fait, sont arrivés. Et effectivement, que ce soit Wong Kar-wai, Kitano, tout ça, c'est vraiment fin des années 80, 90, et après la rétrocession qui marque. Mais j'avais trouvé sa réflexion vachement intéressante. Et c'est vrai que Syndicat du crime, tous ces John Woo, les milieux des années 80, ils sont arrivés un petit peu après, en fait. Rares sont les gens qui, en 85, connaissaient Choi Ark, John Woo en France, à part ceux qui avaient la chance d'aller dans les marchés du film, etc. À Cannes, je pense à Christophe Gans, à des gens comme Nicolas Boukrieff, etc., qui avaient ces accès-là, mais sinon, c'est... voilà. Et effectivement, il y a deux périodes, et je pense aussi après les festivals, les grands festivals où je pense à Cannes, je pense à Berlin, où de plus en plus l'Asie, au-delà des grands maîtres habituels, en fait, a commencé vraiment à rayonner. Mais c'est après, effectivement, fin des années 90, et en France avec HK Vidéo, naturellement, qui a fait un travail remarquable avec le magazine plus les VHS et ensuite toute la collection HK. Ouais. Oui, parce que... non, vas-y Simon, vas-y. Non, oui, j'allais dire, pour autant, choisir l'Asie comme catalogue exploité, c'est pas choisir la solution de facilité, c'était pas risqué d'aller plutôt sur ce terrain-là, ou heureusement, grâce à des compagnies comme Celestial Pictures, c'était plus rassurant? Alors c'est vrai que parce que le cinéma asiatique en France au début des années 2000, il y a eu une grosse mode vraiment, c'était très important. Quand on a créé Spectrum 2009, c'est vrai que ça a commencé à retomber un peu, toute la frénésie coréenne retombait un petit peu. Alors, à force d'aller... en fait, il y avait le marché du film le plus important, c'est Cannes. Il y avait, au début des années 2000, il y avait encore... en Italie, il y avait le marché de Milan, qui était un marché très important. Il y a eu, au début des années 2000 également, le développement du Festival du film de Hong Kong, du marché du film de Hong Kong, qui vraiment rassemblait, puisque toutes les sociétés asiatiques venaient, et ça a été important. Et il y a eu de plus en plus, mais parce que le numérique arrivait, en fait, il y a eu de plus en plus les chaînes de télé, maintenant c'est catégorique, refusent ne veulent que de la HD. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre film en bêta-num, c'est terminé. C'est pour ça que de plus en plus, finalement, il y a des masters HD, c'est pas pour la vidéo, c'est pour la télé, en fait. Et du coup, mais ça permet de voir Man on the Brink, de voir tous ces films-là qui normalement n'auraient pas eu de sortie. Donc il y a eu tout ça, et puis parallèlement également, on en discutait tout à l'heure, le Hong Kong Film Archive, donc ça a été créé fin des années 90, où là à Hong Kong ils se sont dit merde, on a un patrimoine quand même extraordinaire. Déjà, il faut savoir que tous les films tournés avant la Seconde Guerre mondiale à Hong Kong, ils sont quasiment tous disparus, puisque les Japonais ont détruit les copies pour récupérer les nitrates. Donc tout ce patrimoine-là, ça a disparu. Il y a parfois même, je prends l'exemple, un film qui s'appelle Flash Future Kung Fu, qui est un film de Kirk Kong. Il n'y a pas le négatif, il a brûlé. Donc en fait la seule copie c'est un interpositif de qualité médiocre, c'est uniquement ce qui reste. C'est la même chose pour un autre film de la nouvelle vague Hong Kong qui s'appelle The Beast, qui était sorti en France d'ailleurs, Survivre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une VHS au début des années 80. Et pareil, le négatif est détruit, il reste... voilà. The Secret, le premier film de Han Hoi, en fait c'est le Hong Kong Film Archive qui a financé lui-même en fait la restauration. Ils avaient un positif et qui a permis à ce qu'on redécouvre ce film-là. Donc heureusement en fait que tout ça, ce chemin, c'est différent pour les studios japonais, c'est différent pour le cinéma coréen, mais en tout cas Hong Kong, c'est tout ça parallèlement, tout ce chemin qui a permis. Alors je ne sais pas si c'était le plus facile, mais en tout cas c'était pour nous important de... Il y a comme un faisceau d'éléments qui faisait que c'était soutenable. Et puis d'autant en plus, c'est pas que Hong Kong, c'est quand même
les cinémas d'Asie de manière C'est ce que générale. j'allais Il y dire. aura Est-ce en que Corée, le en titre Thaïlande. Spectrum, faut l'entendre comme ça, un spectre de cinéma de cette région ou le nom de la compagnie? Oui, enfin c'était l'idée vraiment, c'était de travailler tout le champ asiatique, effectivement, jusque Indonésie, Malaisie, ou même si c'est plus compliqué en termes de vente, parce qu'évidemment, le cinéma philippin, c'est pas la même chose qu'un film d'action coréen. Non. Voilà, mais et Spectrum, oui, c'était la lumière, effectivement, le spectre sur. Et puis on est arrivé à un moment en fait où il n'y avait plus de concurrence. HK Vidéo finalement n'existait quasiment plus, même si certains films asiatiques sortent chez d'autres éditeurs ou chez d'autres distributeurs, mais c'est des films qui ont fait les grands circuits, qui sont passés par la salle. Nous, Oui, qu'on fait leurs preuves entre guillemets exactement, avant. nous, Ouais. ça n'a pas d'importance en fait. On peut découvrir aussi bien, enfin nous on pense qu'on peut découvrir un film aussi bien en vidéo qu'au cinéma, ou voilà, il n'y a plus cette idée du le cinéma vraiment va nous faire découvrir des choses. Bah, d'autant que c'est vrai que quand HK Vidéo a plus ou moins pris sa retraite, on va dire, c'est vrai que du coup, tu as pris le relais, entre guillemets, en éditant un paquet de films asiatiques qu'on n'aurait pas ou peut-être moins eu la chance de voir en France, parce que en Angleterre ou bien aux USA, ils ont plusieurs éditeurs de films de genre, on va dire, alors qu'en France, c'est vrai que c'était quand même assez restreint, à part, tu disais, justement, dans la période de milieu des années 2000, avec la collection de Dionnet, avec HK, avec Metro, et puis 7-7 aussi, qui en sortait plusieurs. Alors que c'est vrai que depuis quelques années, quand même, la cadence du nombre d'éditeurs, on va dire, c'est quand même vachement ralenti. Du coup, je vais pas dire que tu es seul sur le marché, mais du coup, c'est vrai que tu as peut-être une proposition du coup qui pour toi peut être plus intéressante parce que plus vaste. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai assez de liberté. Et puis, et de Spectrum, la marque, enfin, l'idée Spectrum Film, l'association avec l'Asie, c'est depuis 2018 où voilà, je pense que c'est identifié. Ça a pris du temps, mais alors, pour l'anecdote, en fait, la plupart des éditeurs en fait passent en commission au CNC. Il y a deux types de commissions. Il y a une commission où on présente film par film, où il y a ce qu'on appelle le programme éditorial, où vous présentez en fait les films que vous allez sortir dans l'année. Et il y a quelques années, en commission, il y avait une personne de chez Metropolitan en fait. Et c'était la première fois que Jean-Baptiste Torret était dans la commission, et il me pose la question, il me dit pourquoi est-ce que Spectrum vous travaillez pas en fait par auteur, Ringo Lam, Jonito, et donc moi je lui disais que c'était compliqué de travailler comme ça parce que certains droits étaient encore pris par certains éditeurs, ou Wong Kar-wai par exemple, les droits sont encore chez ARP pendant 1 an, donc voilà. Et donc je dis ça, je dis bah non, c'est pas possible parce que les droits sont pris, et la dame de chez Metro me dit ah mais vous savez, vous avez sorti des titres, nous on aurait vraiment bien voulu les sortir. Je lui dis mais attendez, vous aviez la puissance, Une force de frappe, la force de frappe, et vous l'avez pas fait, donc voilà, c'est des choix curieux, mais effectivement, on est arrivé, je pense, au bon moment en fait, et surtout on n'a pas baissé les bras, c'est-à-dire que parce que le début ça a été difficile, on sortit que 3 films par an, voilà, on a pris le temps, et c'est le passage au Blu-ray en fait qui a. Oui, j'ai l'impression que c'est ça, Ouais. que les choses sont quand même vachement accélérées à partir du moment où le Blu-ray a commencé vraiment à se généraliser, quoi. Enfin, en tout cas, en termes de visibilité, en tout cas, moi, c'est vrai que Spectrum, je pense que j'ai commencé à identifier le label. Je pense au début effectivement de la période Blu-ray, quoi. C'est-à-dire que tu vois, je pensais pas que c'était, tu vois, 2009, tu vois, genre, je me dis ah ouais, finalement c'est si ancien que ça, comme parce que moi je sais, Ça rejoint une question que j'avais sur la démographie des acheteurs, parce que est-ce que c'est potentiellement des cinéphiles qui les ont en DVD mais des éditions précédentes, mais c'est le passage au Blu-ray qui a fait qu'ils vont retourner vers ce film-là parce que peut-être qu'ils l'ont eu chez HK à une époque, mais le DVD n'est plus à la hauteur des standards visuels des télés ou autres. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de diffusion? C'est-à-dire que moi j'ai le sentiment que avant 2018, moi j'ai pas souvenir que je voyais tant que ça de Spectrum dans les bacs.
Donc est-ce qu'il y a eu des changements peut-être à ce niveau-là Alors en fait, Ils ont eu peut-être plein d'argent. non, mais on a suivi le chemin traditionnel, c'est-à-dire que on avait un distributeur qui plaçait les films Spectrum dans les Fnac, etc., dans les magasins. Et puis entre la marge du magasin, la marge du distributeur, finalement il reste pas grand-chose. Et en fait, on a profité du basculement, du passage au Blu-ray. Je me rappelle, ça a été une longue discussion avec Stéphane du Chat qui fume, qui lui avait déjà fait ce parti pris de squeezer en fait la grande distribution, la Fnac, etc., pour travailler uniquement sur son site. Et parce que c'est pour un petit éditeur, c'est un passage, c'est pas facile. Ça veut dire assurer la logistique, etc., etc. C'est assez compliqué. Et puis finalement, on s'est dit non, il faut profiter du passage au Blu-ray pour faire voilà. On enlève tous les intermédiaires et on se débrouille nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on vend sur notre site et quand on vend 20 €, on touche 20 €. Quand vous vendez 20 € à la Fnac, vous récupérez 8 €. Hein. Donc voilà, il n'y a pas photo. Hein. C'est vraiment une question de survie, surtout sur 1000 exemplaires. Bien sûr. Oui, voilà, parce que Vous avez une idée du coup de votre clientèle, si j'ose dire? Alors grâce au site, oui, on a une idée. Il y a effectivement la clientèle il y a une base de fans en fait, je dirais, hein, vraiment qui achètent. Peu importe, c'est du Spectrum, on achète. Ouais, qui font confiance, quoi. Qui font confiance, exactement. Label, ouais, c'est à la marque, au label, ouais. Voilà. Ce qui est plutôt bon signe généralement. Oui, enfin, c'est plutôt bon signe, non, quand tout à on a fait. une base comme ça. Et puis il y a aussi les enfants de notre génération en fait, donc les jeunes qui ont maintenant 20 ans, qui ont la chance de pouvoir découvrir dans de belles éditions et de belles copies en fait des films que nous on a découvert vraiment, que ce soit en VHS ou en dans VCD, des VCD, ouais. voilà, des formats terribles. Ah, les VCD, c'est bien dégueulasse quand même. Hein. Donc cette génération-là, ils sont à fond dedans et puis ils connaissent les choses vraiment. Ils sont exigeants en plus. C'est pour ça qu'au niveau éditorial, il faut faire gaffe. Et avec les réseaux sociaux, les gens n'hésitent pas du tout à vous dire. Attendez, réagir direct quand ça leur plaît pas. Exactement, ouais. Et ça a changé. C'était pas le cas il y a 20 ans. Donc cette proximité-là, et puis maintenant avec un tweet ou etc. Voilà, il n'y a plus cette discrétion où on n'est plus entre nous. C'est voilà. Oh, cette cover, elle me plaît pas. Tac. Voilà, on a tout de suite. Donc ça oblige à avoir un standard un peu de qualité. De faire gaffe, ouais. Et d'ailleurs, ça nous amène sur cette question de la ligne éditoriale aussi, graphiquement, ce choix de ne pas reprendre les affiches d'origine. Ou de les proposer en bonus en fait, mais pas faire la jaquette du DVD ou du Blu-ray. Faire toujours une création ouais, ça c'était originale, important de travailler avec des artistes, que ce soit des graphistes, des dessinateurs, des tatoueurs. C'est important d'avoir cette identité visuelle là. C'est pas tout le temps le cas sur la Shaw Brothers par exemple. Oui. On essaie de conserver les visuels originaux parce qu'ils sont beaux, déjà, et parce que Celestial Pictures a conservé en fait tout ça. Ce qui n'est pas le cas il y a plein de vendeurs. Vous récupérez, vous avez que le film. Il n'y a rien d'autre. Donc là c'est difficile, alors que Celestial, il vous envoie tous les fichiers, les photos d'exploitation, tout. Donc là c'est plutôt facile. Et sinon, quand on peut, on fait des jaquettes, réversibles, voilà, où on peut choisir, mais on aime bien travailler avec des artistes. Et l'idée, c'est ils ont carte blanche vraiment. C'est leur sensibilité. Si on aime leur travail, si on leur fait confiance, sinon on ne le fait pas, quoi. Est-ce que vous vendez à l'étranger? J'entendais le Chat qui fume qui a quand même de plus en plus un marché aux États-Unis, en Angleterre, notamment sur des films français très peu vus par ailleurs. Alors ça dépend bien sûr des sous-titres que vous pouvez mettre à disposition, mais est-ce que vous savez si vous vendez un peu à l'extérieur des frontières francophones? Alors on vend, c'est rigolo, on vend beaucoup de films de Hong Kong à Hong Kong. Donc là il n'y a plus la question des sous-titres. Et parce qu'on fait un travail qui n'est pas fait à Hong Kong en fait. Même si les films peuvent sortir, mais ils sortent, il y a quasiment jamais de bonus. Nous, comme on essaie de soigner ça, finalement, oui, il y a beaucoup de cinéphiles à Hong Kong qui voilà, on a en fait la diaspora, c'est intéressant, on la retrouve à Shanghai, à l'ouest du Canada. On a quelques acheteurs à Montréal aussi et en Australie en fait. Donc des gens qui parlent cantonais, mandarin, voilà, qui ce qui a toujours été un petit peu le cas pour le cinéma de Hong Kong, qui a toujours essaimé comme ça. Oui, qui s'est diffusé. C'était plutôt l'Asie du Sud-Est, mais la diaspora chinoise a toujours été un grand vivier de public, justement, pour des questions aussi de racines culturelles et voilà. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, moi je me suis toujours demandé, moi, comment
Parce que Hong Kong, il y a quand même eu notamment, je crois que c'est à partir des années 90, où il y avait un peu cette idée que le cinéma justement de la Shaw Brothers, tout ça, c'était le cinéma de papa, quoi, et qu'il y avait le cinéma américain, que c'était vachement mieux, que voilà, etc. Et puis c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de cinéastes hongkongais qui ont essayé d'attraper le train des effets spéciaux numériques, Choi Ark en particulier, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de côté, je dirais pas nostalgique, mais quelque chose qui a à voir avec l'identité culturelle justement. Et je sais pas si c'est différent chez les exilés, dans la diaspora ou chez les Hongkongais de Hong Kong en fait. Il y a une différence de réception par rapport à ces films-là. Je sais pas si toi t'en as des traces par exemple de ça, quoi. Oui, c'est pas facile à. Les Chinois sont pas forcément causants en plus, quoi, sur ce genre de choses-là, donc. Mais en tout cas, je pense que je pense qu'en fait, ils se sont rendus compte que le travail, d'ailleurs pas que le travail de Spectrum, ça peut être Arrow, Eureka en Angleterre ou aux États-Unis. Je pense qu'ils sont sensibles parce qu'il y a des films, s'ils sortent pas maintenant, ils vont disparaître. Hein, c'est sûr. Hein, parce que soit ça va disparaître complètement ou ça sera sur des plateformes. Je donne un exemple. Durant la négociation de Godzilla avec le studio japonais Toho, en fait, la proposition qu'on a fait au départ, on m'a dit tout de suite non, parce qu'on essaie de vendre notre catalogue aux plateformes. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça a été vraiment... moi j'ai répondu en disant mais peu importe, vous pouvez le faire. Nous c'est le support physique. Donc, et là ils ont commencé à douter et après il y a eu 1 an de négociation où finalement on a réussi à aboutir. Mais voilà, mais leur première réflexe c'était non, nous c'est les plateformes. Il faut leur faire comprendre qu'en fait c'est pas vraiment le même public. Non, c'est pas pareil. Oui, puis c'est un rapport à la cinéphilie qui n'est pas le même non plus en fait. Je sais pas trop comment ça se passe, notamment au Japon, quoi. Est-ce qu'il y a des collectionneurs, enfin voilà, parce que Godzilla, voilà, des collectionneurs de films de Godzilla, des hardcore, des fans hardcore de Godzilla. Oui, il y en a partout, je sais. Mais c'est vrai comme c'est en Amérique du Nord, beaucoup, voilà, ils ont les montages américains. Mais là aussi, il y a des différences de réception, c'est-à-dire qu'au Japon, moi j'ai toujours eu l'impression que Godzilla c'est considéré comme du cinéma pour enfants en fait, ou du cinéma pour la jeunesse, quoi. Peut-être moins depuis Shin Godzilla. Quand tu vois certains, c'est vrai que c'est quand même bien pour les gosses, parce que le fils de Godzilla, tout ça. Voilà, mais c'est sympathique. Les caméras aussi à la Dai. Que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être le fait que c'est le rapport patrimonial. En fait, j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce de décalage en fait entre l'Europe et le pays d'origine en fait. C'est-à-dire où en fait le pays d'origine met parfois du temps en fait à se rendre compte que y a une cinéphilie pour ça en fait. Chez nous c'est pareil. Souvent en dehors du comment dire du pays d'origine, et donc du coup il y a un marché qui a moyen de faire des sous, quoi, de toute façon. Après sur Godzilla ils ont fait le coffret japonais en 4K et tout, est magnifique, c'est intégral. C'est un coffret incroyable. Ouais. Vous évoquiez le matériel restauré ou pas, les scans et autres, les masters que vous fournissent les compagnies. Qu'en est-il des bonus que vous créez vous-même, tout le contenu, parce je sais pas si on peut dire votre correspondant à Hong Kong, mais qu'on voit souvent dans les bonus, dont le nom m'échappe, excusez-moi. C'est Arnaud Lanuc. Voilà, comment ça se passe avec lui, ou quelles sont vos demandes en fait en termes de bonus Arnaud, maintenant il habite Hong Kong, donc c'est plus facile de travailler avec Arnaud comme ça. Et puis il avait déjà fait un gros travail, parce qu'il a fait un bouquin assez important sur la mafia, les triades, au sein des films hongkongais. Et naturellement, quand s'est posé la question, l'idée c'était de produire des bonus, des choses nouvelles en fait. Originaux, parce que parfois tu en rachètes d'autres éditeurs, mais tu as aussi des trucs qui sont faits juste par vous, avec Arnaud, pour les films de Hong Kong notamment, mais il y avait aussi Entretien, par exemple, je crois que c'est sur Magic Crystal de Wong Jin, Entretien avec Richard Norton et Cynthia Rothrock. Ils sont très drôles d'ailleurs. Oui, qui sont hyper cool. Et donc, tout de suite, quand on leur a demandé, ils étaient vraiment contents. Donc il y a quand même la volonté de créer un matériel de bonus qui est spécifique à vos éditions. Oui, ça faisait partie de ça, c'était important déjà. J'aime bien en simple acheteur, quand je m'achète un film, j'aime bien prolonger l'aventure, regarder les bonus, le commentaire audio. J'aime beaucoup les commentaires audio. Ce qui se fait de moins en moins d'ailleurs. Ouais, c'est dommage parce que je trouve ça assez cool. J'ai un bon souvenir par exemple de celui de Fabrice Duvel, c'est de Manuel Schiss sur c'est Message from the King, son film américain. Son film américain qui est vachement intéressant, je trouve, où on apprend beaucoup de choses. Des choses que proposeront pas les plateformes. Non. Vous pouvez être sur ce créneau-là. Non.
Là sur Seven Sword, Qui sort en fin d'année. qui sont en fin d'année, on a 2 commentaires audio et c'est assez passionnant, voilà. Et l'idée, voilà, donc c'est bonus originaux, c'était important. Arnaud, naturellement, c'est plus facile, c'est quelque chose, je trouve, qui maîtrise assez bien. Il s'améliore en plus techniquement. Donc, non, c'est plutôt cool. Et pour la sortie de nos films, on a récupéré les droits de 2 films, des films de poupées taïwanais. Et on va envoyer. Ça c'est cool ça. Oui, ça va être assez rigolo. J'ai eu l'occasion de découvrir ça à Taïwan à la télévision, les films de marionnettes, enfin de Tout à fait, taïwanaises, c'est génial. Non, ça va être c'est super. un Et on truc va qui m'a envoyer bluffé. Arnaud à Taïwan quelques jours et il va nous faire un mini reportage parce que nous on connaît mal ici, mais c'est un studio. Oui, exactement. C'est complètement comme dingue. moi je sais qu'à la télévision, moi j'avais l'impression, je me dis, ça ressemble, on dirait Plus belle la vie. Avec Mais des avec des marionnettes. marionnettes qui font du kung-fu et avec un sens de la maîtrise notamment des poupées en termes de mouvement qui est assez bluffante. C'est incroyable. Moi, je sais que ça m'avait énormément impressionné. Je me dis, c'est pas juste un truc générique fait vite fait mal fait en fait. Il y a de l'effet spécial numérique, il y a du voilà. Alors évidemment avec des histoires où on est au 136e épisode, donc moi je ne comprends absolument pas de quoi il s'agit, mais voilà. Mais par contre avec une espèce de côté fascinant en fait, qui moi m'avait entre une chaîne de téléachat et une chaîne de psalmodie bouddhiste, c'était le truc que j'avais préféré à la télévision taïwanaise, c'était les trucs de marionnettes. Voilà, j'étais devenu assez accro à ça moi personnellement. J'avais une question, vous évoquiez tout à l'heure les commissions du CNC et j'avais entendu Giordano Guillem de Wildside dire que il s'inquiétait un petit peu de l'évolution. Il se prononçait dans les années 2019-2020 et voilà qu'il y avait peut-être au niveau des orientations de budget qu'il allait peut-être avoir des changements. Est-ce que vous êtes assez confiant en ce moment? Où est-ce que ça en est, le soutien en France du travail des éditeurs en fait, notamment donc DVD et Blu-ray? La commission, pour l'instant, ça existe toujours. En fait, là où on a eu peur, c'est qu'ils voulaient fusionner les commissions pour la SVOD, la VOD et l'édition vidéo, ce qui est 2 mondes totalement différents. Moi, je pense que c'est une erreur. Et il y a eu l'appel des 85, donc les éditeurs qui sont montrés au créneau. Ça a fonctionné. Pour l'instant, ça s'est maintenu. Pour l'instant, ça va parce que, il faut vraiment pas se voiler la face. Hein. Je pense que mais d'ailleurs, c'est quasiment le cas pour tout le cinéma français. Vous enlevez le CNC, c'est terminé. C'est terminé. Que ce soit l'édition vidéo, la distrib, sans le CNC, il n'y a plus rien. Parce que je vois pas que ça soit Joker, je vois pas Carlotta. Sans le CNC, ça serait très très compliqué de survivre. Et justement sur le modèle économique et le Spectrum, justement parce que vous êtes 2 en fait à bosser à temps plein, il y a toi et ta femme Patricia qui est plus on va dire, dans la partie un peu graphique parce qu'elle est photographe, donc, et toi tu fais un peu une partie du reste, d'aller trouver les films, les droits. C'est une question sur laquelle je pense qu'on va revenir un petit peu plus tard, mais comment est-ce que ça arrive à fonctionner, de sortir autant de films quand même par an à 2? D'où le passage en enlevant tous les intermédiaires et la simplification en fait de la exactement, chaîne. Ouais. Et puis après, on arrive à optimiser au fur et à mesure certaines choses. J'ai la chance de travailler avec Common Screen, qui est le labo qui fait l'authoring, etc., avec qui on a planifié les choses, donc, parce que c'est important, tout ce qui est délai de paiement, etc. Naturellement, dans la vie d'une société, donc là, on a tout harmonisé en fait. C'est comme ça qu'on arrive à créer cet équilibre et s'en sortir. Et puis il y a aussi, on sait très bien qu'en sortant Ujicha, les films de découpage japonais, ça va pas bien fonctionner. Mais à côté, on fait un bon deal sur Ebola Syndrome. Ebola Syndrome, en moins de 6 mois, on va vendre tous les 1000 exemplaires en fait. Oui, donc c'est ça. Voilà. Souvent, c'est ça. Ou sur un Johnito. Ou avec sur les éditeurs, il y a entre guillemets des choses un peu plus discrètes, un peu plus confidentielles, et certains gros auteurs ou gros films où tu sais que tu vas en vendre sans problème, quoi. Quand tu fais les PTU par exemple, ou quand tu fais des King Ou, tu sais que c'est des coffrets qui vont marcher, qui vont marquer. En plus, le King Ou, je crois qu'il a reçu un prix. Il a eu le prix Curiosité tout à fait l'année dernière. Ouais. Est-ce que vous pouvez préciser si c'est pas top secret, les tirages, comment vous planifiez vos tirages? Alors en fait, c'est 1000 exemplaires numérotés.
Et quand les 1000 c'est terminé. En fait, on fait pas de réimpression. Sur The Bride with the White Hair, par exemple, ça s'est assez vite vendu ou Full Alert. Et souvent, on m'envoie des mails en me disant ah là là, pourquoi. Et en fait, moi j'aime bien quand un film c'est fini, on passe à autre chose. Et puis après, et qu'après les gens les revendent des centaines d'euros sur Internet. Et la logistique, comme on n'est que deux et tout, à un moment donné, c'est compliqué. C'est pour ça aussi qu'on fait, parce que certaines personnes m'ont dit ah mais pour Pity You, pourquoi vous sortez pas le film indépendamment du coffret? Mais on peut pas nous gérer tout ça, c'est trop compliqué. On fait un beau coffret et voilà, c'est comme ça. C'est apprendre ou à laisser, mais c'est apprendre. Ouais, c'est un choix, non, mais c'est vrai qu'au départ, The Bride with White Hair, c'était un de vos premiers de la période assez fructueuse. Ne sachant pas que vous vendiez directement, moi j'avoue être passé à côté parce que je le guettais bêtement dans des sites d'achat classiques ou traditionnels. Donc je m'en mords les doigts depuis. Il me semble pas qu'on puisse se le procurer encore. Je crois que c'est compliqué maintenant. Vas-y, je te le vends à vil prix. Si tu veux. Et puisqu'on parle du modèle économique sur toute la question qui est assez compliquée, je pense assez différente selon les pays, la question des droits des films, comment est-ce que ça se négocie? Parce que j'imagine que Hong Kong, encore maintenant, depuis 1 ou 2 ans, ça a dû être encore un peu plus compliqué, mais comment est-ce que ça se négocie avec les ayants droit déjà quand il y a des ayants droit qui sont trouvables? Parce que j'imagine qu'il y en a certains qui ont un peu disparu dans la nature. Donc comment est-ce que tu arrives à faire tes deals parce que peut-être que pour certains films, d'ailleurs, vous êtes plusieurs sur le coup des fois. Oui, je pense que parfois. Sans rentrer dans des règlements. Non, bien sûr, non, mais naturellement, si on découvre un film, je pense à un film japonais qui est sorti en coffret chez Capricci il y a pas longtemps, c'est Destruction Babies, qui est un film qu'on avait découvert au marché du film, et immédiatement après vous connaissez le film, en fait c'est le mec se bagarre pendant 1h30 et moi j'avais vraiment trouvé ça rigolo, et on avait fait tout de suite une proposition à l'ayant droit pendant le marché du film, et il avait dit non parce qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le coup, et voilà, c'était impossible pour nous de rentrer dans une surenchère, mais bon, je suis content, le film est sorti, c'est le principal en fait. Et alors après, pour les droits, ça dépend vraiment des pays, des configurations. Parfois vous avez affaire au producteur, c'est le producteur vous dit les directement, donc c'est simple. Parfois c'est des grosses boîtes, je pense à la Corée, c'est des grosses boîtes de vente qui ont des catalogues, c'est encore autre chose. Les Japonais avec les studios, c'est encore autre chose. Oui. Donc ça dépend vraiment de ça dépend si c'est des jeunes structures, ça dépend. Parce que pour les films de taux, par exemple, tu deals directement avec la Milky Way? Non, pour les films de Johnny To, alors ça dépend, il y a plusieurs ayants droit. Alors ça c'est aussi, ça se répartit sur au moins 3 ou 4 ayants droit en fait. Il y a des droits qui sont chez Media Asia, il y a des droits qui sont dans d'autres structures. Ça dépend, donc après il faut faire des regroupements, il faut expliquer qu'on va sortir un coffret, qu'on va réunir, parce que parfois c'est pas possible aussi, ça c'est, voilà, il faut... Oui, quand il y a une suite qui est chez un ayant droit qui est différent que le premier, pour faire un coffret, j'imagine que c'est... Voilà, il faut expliquer tout ça. Celestial Pictures par exemple, eux, ils sont très pointus, c'est contractuel, hein, il faut que les films soient zonés. Voilà, ce qui n'est pas le cas, certains vendeurs s'en foutent que le film soit zone A, B, C, voilà, mais Celestial, et puis il faut leur envoyer systématiquement un nombre d'exemplaires, ils vérifient, ils valident les jaquettes, les logos, c'est vraiment très, très pointu, et vous avez d'autres vendeurs, ils s'en foutent complètement, vous faites ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. C'est ce que m'a raconté Jean-Pierre Vasseur, donc éditeur de Rimini. Il avait sorti Hors d'atteinte de Soderbergh en Blu-ray il y a 1 an, et donc il avait demandé à un créateur de faire une affiche originale qui a été refusée par le studio parce que dans les deals à l'époque de la sortie, la typo devait être de telle manière, la tête de George Clooney devait être grande comme ça, elle comme ça, donc en fait c'était impossible de refaire un truc original, et donc c'est que des questions de droit comme ça qui rentraient en ligne de compte et qui du coup en fait presque parasitaient sa propre volonté de faire son produit à lui, quoi. Ouais, je suis pas étonné, non, c'est effectivement, ouais. D'autant que quand c'est des majors
américaine, j'imagine que c'est encore plus compliqué. Aux États-Unis, ça plaisante pas avec la taille des caractères, avec les questions de contrat de avec star, les histoires de syndicats aussi. Voilà, non, ça plaisante pas là-bas. Crime. Syndicat du crime, je ne sais pas, mais voilà, non, effectivement, la taille est comprise dans le contrat normalement, et puis la taille de l'acteur. Après, avec les ayants droit, c'est une confiance qui s'installe au fur et à mesure. Là, maintenant, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc c'est plus facile en fait. Jusqu'à présent, de quelle édition vous êtes le plus fier dans celles qui sont déjà sorties? Et t'en as sorti combien? Je sais pas, je pense qu'on arrive peut-être à 130 films, mais en nombre d'éditions, comme il y a des coffrets, des choses comme ça, je saurais pas dire exactement, mais j'aime bien le travail qu'on a fait sur le coffret King Wu. Parce que on a eu la chance de travailler avec John Zorn, qui était pour nous quelqu'un, voilà, c'était important d'arriver jusqu'au bout. Donc ça, c'est une édition qui nous tient à cœur. Après, le coffret God of Gambler qui arrive à la fin de l'année aussi, c'est un coffret important parce qu'on en a produit une bande dessinée. Voilà, c'est 6 films, c'est ça? 6 films, ouais. Est-ce qu'il y a les suites aussi qui ont été faites début des années 2010 enfin les fausses suites des God of Gambler avec Chung Fat qui reprend son rôle. Ça aussi vous hésitez ou il y a que ceux des années 80? Non, que c'est les années 80. Donc c'est les 5 God of Gambler et le premier film de Wong Jim qui est un Shaw Brothers et qui est déjà un film dans l'univers du jeu. Non, j'étais trop gourmand, j'allais parler des sorties à venir, s'il y avait des choses qui vous vous tenaient pas à la fin, mais par vraiment contre, à cœur, mais c'est un peu sur tôt. la question des copies aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que la conservation des films en Extrême-Orient de manière générale, ça a souvent été assez compliqué. Donc comment vous faites pour retrouver des masters ou des copies de bonne qualité? Parce que notamment The Bride with White Hair, la copie était vraiment mortelle. Et moi j'avais vu le film à l'époque dans un VCD tout pourri. Et effectivement c'est vrai que ça fait un choc quand on revoit en fait les films, mais dans une vraie qualité. Ce qui est appréciable, mais on a presque l'impression de voir un film différent. Donc comment est-ce que ça se passe, toutes ces questions de deal de copies ou de trouver des copies restaurées? Parce que c'est pas toujours le cas, j'imagine. Alors de plus en plus maintenant les masters HD ils sont déjà prêts en fait. Mais pour The Bride with the White Hair, le premier master qu'on a reçu, j'ai envoyé des morceaux à Ronnie Yu qui habite en Australie et qui m'a dit c'est horrible. Il m'a dit c'est horrible et donc moi j'ai envoyé un mail tout de suite à l'ayant droit et j'ai dit écoutez je sors pas le film. Le film ne sera pas validé par le réalisateur, c'est pas possible. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, le patron de la boîte qui possède les droits, c'est le producteur de The Bride with White Hair. Et donc en fait, ils ont attendu, on a exigé vraiment, on a dit non, c'est impossible de travailler comme ça. Et en fait, le producteur a dit écoutez, on va financer, on va refaire un master haute définition. Et donc, ils sont carrément allés sur un master 4K, donc ils sont partis du négatif original. Voilà. J'imagine que c'est plus simple. C'est plus simple avec Choi Ark, j'imagine, puisque est-ce que lui il est propriétaire des droits des films, de tous les films workshop, ou est-ce que là aussi il y a des non, c'est complètement éclaté en fait. C'est complètement éclaté, ouais, d'accord. Parce que moi j'étais ouais. persuadé que qu'il avait quand même un bon mogul qu'il était. Voilà, quand bon mogul. Non, il y en a quelques-uns chez la Film Workshop, et d'autres ailleurs. Il y a même des tout petites structures. Ça dépend vraiment des titres. Ah, c'est chiant ça, parce que ça aurait pu permettre sinon de sortir tout ce qui a été produit aussi à la Film Workshop en dehors des films de Choi Ark. Il y en a beaucoup. Hein. Et il y a quand même plein de grosses bombes qui ont été produites. En tout cas, pour les films qu'il a réalisés, il y a beaucoup de nouveaux masters de très bonne qualité. C'est pas le cas pour tous les titres. Je crois que Peking Opera Blues c'est pas le cas. L'Enfer des armes c'est pas le cas. Enfin voilà, c'est c'est ce qu'on veut voir. C'est un travail à faire avec plusieurs ayants droit. Ouais. Et comparé à tout ça, et entre guillemets la question de la viabilité commerciale des éditions et on va dire du modèle éco que tu mets en place, parce que pas dans tous, mais dans quelques coffrets, tu as souvent un film en bonus, qui est lui-même accompagné de bonus d'ailleurs. Mais comment est-ce que ces deals-là se font? Pourquoi est-ce que tu proposes 2 films dans un seul coffret au lieu de faire un coffret de 2 films que tu pourrais vendre
un petit peu plus cher ou comme ça. Comment est-ce que ça vient en tête de lier tel film avec un autre? Souvent j'aime bien l'idée des doubles programmes en fait, et souvent c'est Shaw Brothers, c'est parce que c'est le même réalisateur, ou voilà, on essaie au niveau éditorial de faire coïncider les choses. Là par exemple le mois prochain c'est un coffret autour c'est cinéma japonais indépendant, et on réunit deux films, Extraneous Matter qui est un film qui dure une heure, et l'autre c'est Beyond the Infinite 2 Minutes. C'est cool ça. Ouais, qui sont. Je trouvais qu'il y avait une cohérence dans la façon de faire des films, et ça me semblait bien de les réunir. Ça brosse un portrait d'un certain cinéma japonais. Voilà, c'est cette idée de réunir en fait des énergies, ou une thématique, ou un réalisateur. Voilà. Prochainement aussi, tu vas entre guillemets étendre l'horizon de Spectrum Film, parce que tu sors fin d'année, début d'année prochaine, un film tchèque, The Painted Bird, qui est un film récent, qui est un film de 2019. Donc là aussi, il y a quand même l'idée de ouvrir le spectre entre guillemets, de tes éditions, et de ne pas rester strictement sur quelque chose de extrême oriental. Oui, on a décidé en début d'année de faire une nouvelle collection qu'on a appelée Section Parallèle. Et effectivement, le premier titre, même si le deuxième volume, qui est Eros en fait, vient de sortir, le premier c'est The Painted Bird, oui, qui arrivera le mois prochain. En fait, on voulait se faire plaisir sur des films qui nous semblaient importants, et on trouvait ça dommage à un moment donné de se limiter à l'Asie, et voilà, Sachant que dans les pays de l'Est, il y a de quoi faire aussi, quoi, quand même. Il y a beaucoup de choses, ouais. Enfin, dans les pays de l'Est, les anciens pays de l'Est, on va dire, mais voilà, le le cinéma tchèque dans le genre proposition bien barrée aussi. Yougoslave, tout ça. Voilà, il y a quand même de quoi faire, quoi, largement de quoi faire même. Et puis l'année prochaine, on aura un coffret autour du cinéma indien. Ah, autour du cinéaste Ram Gopal Varma. Ah oui. Ouais. Avec Satya, compagnie, Sarkar. Et un quatrième titre, je me souviens plus. Parce que si vous vous attaquez au continent indien, voilà, vous en avez pour 3 générations. Là par contre c'est infini, parce que ça c'est pareil, les films indiens de manière générale sont quand même très mal sortis en France. Il y a des films qui sortent en salle, mais dans l'édition vidéo c'est quand même relativement une morne plaine, quoi. Donc là effectivement ça fait un nouveau terrain d'attaque qui va être... Oui, là ça fait longtemps que je voulais travailler sur Ram Gopal Varma, et c'était compliqué au niveau des droits, et il se trouve, je ne sais pas pourquoi, il se trouve cette année à Cannes, le deal s'est fait très rapidement, très simplement, donc voilà, on a signé, on a profité. Ouais. Et donc votre présence au marché du film, notamment à Cannes, elle consiste en quoi quand vous y rendez? Comment vous fonctionnez vraiment au quotidien de ce marché du film? C'est quoi votre objectif quand vous y rendez? Comment faire de l'argent. On essaie de voir des films, et puis le marché du film à Cannes, c'est tout le monde vient en fait. C'est vraiment le plus gros marché au monde, donc c'est très pratique de voir les gens, de signer des contrats que vous avez commencé à négocier auparavant. C'est 10 jours intenses. Mais c'est essentiel, je pense que tous les distributeurs, tous les éditeurs vous le diront, c'est un moment incontournable en fait. Mais et au quotidien, c'est des rendez-vous, c'est voir des films sur un grand écran, alors que peut-être après vous ne reverrez plus jamais le film, et puis rencontrer la proximité, rencontrer les gens, voilà, c'est... Les restaurations sont présentées aussi, les films qui ont été restaurés par exemple récemment? Pas forcément, non, ça c'est pas obligatoire. Il y a d'autres rendez-vous comme ça dans l'année importants pour vous? Pour Spectrum, non, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment essentiel. Après, en fait, Internet a tellement bouleversé aussi la façon de travailler que on n'a plus forcément besoin de se déplacer comme c'était le cas. Oui, c'est ça. T'as pas forcément besoin d'aller à Hong Kong pour aller faire des deals maintenant. Exactement, oui. Et l'information circule très vite. Donc finalement, les choses viennent à vous plus facilement
qu'auparavant. Il fallait vraiment aller chercher. Maintenant, c'est voilà, un film vient d'être projeté dans un festival. Il y a un tweet, il y a un message. Oh là là, ce film-là est incroyable. Où il y a tout de suite exactement. un buzz qui se crée autour des films. Ce qui fait aussi qu'il y a peut-être plus de concurrence qui se crée pour acquérir un produit, enfin acquérir un film. Absolument, ouais. Et dans quelle mesure vous vous tenez au courant entre éditeurs pour pas vous marcher sur les pieds? Je pense en ce moment, le chat qui fume va de plus en plus sur le cinéma japonais de classique ou de l'âge d'or des studios. Voilà, comment est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges en coulisses pour voilà que les mêmes coups de cœur soient pas choisis par les mêmes éditeurs? Après. On connaît bien Stéphane ou Manuel de chez Jokers, donc effectivement on s'appelle, on se dit bon, on va faire ça, ça évite effectivement de négocier les mêmes films et que les prix, voilà. Mais sinon il n'y a pas, non, je crois qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges. Mais chez tout le monde, c'est finalement des envies de cinéphiles ou des découvertes de marché du film qui portent à chaque fois les. Il n'y a pas de films, voilà, qui peuvent s'imposer à vous parce que c'est toujours vos choix qui priment en fait. Parce qu'il y a quand même parfois des petits paris aussi. On prend plus de risques sur l'un parce qu'on sait que un film l'autre va va amortir, moins à cœur, mais il va un petit peu amortir les choses. Si, il y a ça, mais je pense par exemple à Apocalypse Child, le film philippin qu'on a sorti quand on a basculé vers le Blu-ray. Voilà, je savais que ça allait pas marcher, mais c'est vraiment un film qui me tenait à cœur, j'avais envie de le sortir. Et oui, et après on sait qu'on sort tel ou tel autre titre, ça va compenser. Ce qui est un peu la logique du cinéma d'auteur aussi en France, hein, de toute façon, enfin les cinémas d'art et d'essai, c'est on va passer ce film-là. Parce qu'on sait que ça va nous permettre de passer le film de 9h, le film voilà, ouzbek de 9h qu'on ne pourrait pas passer s'il n'y avait pas ce gros film de Ken Loach par exemple dont on est sûr qu'il va ramener du monde. Donc ça me semble une logique assez normale en fait, hein, parce que faut dire l'offre, on est comme dans du cinéma de niche en fait, et c'est vrai que à moins d'être spécialiste du cinéma de Hong Kong, l'offre grand public, on va dire, elle passe souvent aussi par voilà, des choses qui disent un peu plus aux gens et qui vont peut-être les faire aller vers quelque chose qui leur dit un peu moins, quoi, justement, a priori, mais qui peuvent découvrir de cette manière-là, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est assez... moi, ça me semble assez normal, quoi, comme fonctionnement, quoi. En indépendamment des goûts qu'on peut avoir, justement, on est un peu obligé de fonctionner comme ça, quoi. Oui, ou après, je pense à Carlotta qui a une certaine ligne et qui suit des auteurs. Donc oui, c'est effectivement... Il faut que ça soit viable au bout d'un moment quand même, oui, commercialement. Oui. Donc voilà, c'est sûr que voilà, je sais pas. Après, je dis pas que c'est le cas pour Spectrum, mais effectivement, c'est sûr que sortir un coffret PTU, pour moi, ça me semble être aussi une espèce de véhicule pour justement pouvoir sortir un Johnito moins connu ou pouvoir sortir un autre film Mickey Way moins connu aussi. Enfin voilà, et qui serait peut-être plus difficile à sortir s'il n'y avait pas PTU avant comme moteur, entre guillemets, tête de gondole, quoi. Ouais. Non, tout à fait. Ce qui retire rien au film d'ailleurs, hein, par ailleurs. Hein, mais j'avais une question sur. Vous avez évoqué tout à l'heure les réactions parfois via les réseaux sociaux plus ou moins spontanés. Quel rapport vous entretenez à la promotion via les réseaux ou autres? Moi, je sais que je suis pas trop ce qui se passe sur les réseaux et je peux assez facilement passer à côté de l'info des éditeurs que j'aime bien suivre par ailleurs. Est-ce que c'est seulement de ma faute ou est-ce que c'est parce que maintenant vraiment c'est très axé là-dessus et ça passe peut-être moins par les magazines ou comment est-ce que vous pensez comme ça là, le rayonnement de votre travail et également comment vous avez pensé votre site internet puisque finalement tout va passer ensuite par là pour les achats et autres. La communication, les réseaux sociaux, c'est ce qui est le plus facile, c'est simple, ça peut être n'importe où, n'importe quand. Donc, après, les magazines, j'aime bien de temps en temps travailler avec Revue et Corrigé. Je trouve que c'est des la revue de patrimoine. Oui, c'est des gens, c'est simple de travailler avec eux. Les tarifs sont, parce que ça c'est important aussi naturellement, ils sont tout à fait corrects. On n'a pas un budget, nous, naturellement extensible, et donc on essaie de cibler au maximum. Et les réseaux sociaux, c'est ce qui est le plus puissant. Après, le magazine Première nous sollicite de plus en plus, en fait, étonnamment. Ils ont des journalistes qui connaissent bien le cinéma
asiatiques, qui sont sensibles à nos sorties. Donc là, ils sont en demande. Ils ont parlé d'un de nos show brothers dans leur cahier de fin sortie vidéo. C'était plutôt sympa. Et après, le site internet Spectrum, c'est un site simple, classique de vente. C'est pas voilà. Les vieux cons qui sont pas sur les réseaux sociaux peuvent toujours aller voir le site internet de toute façon. Peuvent toujours aller voir le site internet. Pour se tenir au niveau de l'actualité. Et on peut peut-être finir par là, sur 2 choses, sur l'état du marché vidéo, où est-ce que ça en est, et après on passera peut-être aux prochaines sorties ou grosses sorties l'état du marché. Je sais que c'est une question compliquée, mais écoutez, je pense que ça se maintient. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a une belle offre, en fait, vraiment de plein de belles choses. Je trouve que les éditeurs, dans l'ensemble, font du super boulot. pas qu'en France d'ailleurs. Ouais, non, tout à fait. Même en Angleterre, aux USA, il y a quand même des très belles choses qui sortent. Donc, je suis assez optimiste, en fait, sur ce marché de la vidéo. Je crois même qu'il y a quelques mois, il y avait eu des résultats plutôt positifs, même pour la Fnac. En fait, je crois qu'ils avaient en termes de volume augmenté, en fait, plutôt que. Ouais, parce que leurs espaces à la fac ont plutôt tendance à se réduire de plus en plus. Ouais. Et donc ça, c'était assez étonnant, et je pense que tant que la niche est faite avec sérieux, en fait, je pense que ça va c'est comme le vinyle. Enfin, c'est assez incroyable ce qui se passe avec le vinyle. Donc, si on est sur ce modèle-là, je pense que je pense que c'est jouable. Et puis, les collectionneurs sont là, les fans sont là. Voilà, l'objet existe encore. Hein, Les collectionneurs seront toujours là, de toute façon. Ouais. Et puis le cinéma de patrimoine. Enfin, pour moi, ça rentre dans le cinéma de patrimoine, même si vous avez aussi des sorties récentes. Mais c'est vrai que ça a beaucoup bénéficié justement du passage au numérique, c'est-à-dire que ce qu'avant on était obligé de voir en 35, il fallait demander à la cinémathèque, etc., etc. Là maintenant on peut commencer, enfin voilà, je vois les Jokers, tout ça quand même, ça a quand même pas mal progressé. Enfin moi je vois bien en salle, depuis 2-3 ans il y a une vraie demande en cinéma de patrimoine qui n'existait pas nécessairement auparavant, en dehors des festivals. Et là aujourd'hui, moi, il y a une vraie dynamique qui reprend. Ouais, il y a une dynamique de cinéma de patrimoine, c'est-à-dire que voilà, moi, il y a des fois, je vais présenter des films dans des tout petits villages. Voilà, alors c'est pas des millions de personnes, mais voilà, mais il y a des gens quand même. Ouais, on peut quand même fidéliser un public sur le patrimoine. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont, notamment aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui sont en train de commencer à se dire que le cinéma dans 20 ans, il y aura plus de nouveautés hollywoodiennes en fait. Dans les salles de cinéma, que le cinéma ce sera plus que du patrimoine en fait, et que tout ce qui sera Disney, tout ça, ça sera directement en plateforme, et qu'il y aura plus de support. Voilà, il y aura plus de support en salle, mais que la salle sera réservée pour le patrimoine en fait quoi. Et donc ça c'est plutôt, alors je sais pas si c'est bien ou pas, hein, mais voilà, mais visiblement la demande en patrimoine, j'ai l'impression moi qu'elle est, alors je sais pas si ça s'exprime aussi en vente de Blu-ray ou de DVD, mais en salle en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une niche qui est peut-être encore un peu trop réduite, mais qui existe et qui tient surtout sur le temps. Parce qu'il me semble que les films de patrimoine, c'est les films qui ont moins souffert, par exemple, de l'après-Covid que d'autres films, que les sorties, on va dire. Ouais, je suis d'accord, et je l'espère. Ah oui, j'espère aussi, pour toi. Et pour finir, du coup, un peu de teasing sur les prochaines sorties ou les envies peut-être des Choyards, parce que donc tu sors Seven Swords à la fin de l'année, juste avant les fêtes, ça va être idéal pour faire des cadeaux, petites emplettes. Mais voilà, est-ce que tu en as d'autres de lui qui va sortir ou d'autres gros projectas Oui, de Choyard qui aura Shanghai Blues l'année prochaine, donc ça on est très content. Opera Blues, c'est pas prévu. Pas pour l'instant. C'est bien dommage, mais ça c'est un des, je crois que c'est. C'est une arlésienne. Je crois qu'il a jamais été édité en France, Pékin Opera Blues. Non. Moi j'ai une version HK, j'ai un DVD HK de voilà, mais c'est la seule manière que j'ai eu de le voir quoi. Voilà, nous aurons Godzilla naturellement qui va être un Shin Godzilla donc. Ouais, Shin Godzilla pardon, qui va être un beau coffret, et puis il y a des choses on commence à travailler autour de Stephen Chow, donc avec un double programme au mois de février. Pas mal de cinéma japonais l'année prochaine aussi, avec
plusieurs films, aussi bien des comédies que des films fantastiques. Voilà, ça c'est plutôt intéressant. Et puis un travail qui commence autour de Takeshi Miike, avec 3 films et un bouquin de Tom Mess. Ah oui. Voilà, ça c'est des... Bon, si jamais un jour tu mets la patte sur les droits de la série Combat sans code d'honneur, dont il me semble que seul le premier opus est sorti en France, là je pense qu'il y a un joli coffret, il y aura un joli coffret à faire. Voilà. Mais il reste beaucoup de choses à faire, c'est vrai que c'est passionnant en fait. Oui, Il y a c'est- tellement, Ah bah tellement c'est sans encore fin de toute choses à faire, façon, ouais. c'est pas fini. Bah écoutez, Alors si moi j'ai peut-être juste une dernière dernière question, je me question, disais est-ce que dans Victor l'avenir, est-ce que alors je sais pas si c'est possible ça, mais est-ce que remonter plus comment dire plus loin. haut dans l'histoire du cinéma de Hong Kong, je pense notamment aux films des années 50, les vieux Wong Fei-Hung, les choses comme ça, est-ce que ça c'est des choses qui sont accessibles ou pas du tout, trouvable pas du tout ou Je peux pas vous répondre, je sais pas. Je sais pas du tout si c'est possible ou pas. En termes de matériel, j'en ai aucune idée. En Ouais, fait. voilà, c'est Ouais, ça, je parce sais que pas moi du j'ai vu tout. des images passer dans des documentaires, des trucs, donc je me demande est-ce qu'ils existent encore ces films-là. Ça, Visiblement, ils passent à la télévision Mmh. hongkongaise, puisqu'on les voit dans le film Septet de. Ah oui. Ouais, donc voilà. le Donc, film à sketch, de- ouais. mais alors après dans quel état Yuan quoi, c'est ça Yuping, quoi. c'est Ouais. celui-ci, Ouais, je crois que l'épisode. c'est Et puis Oui. l'épisode où ils s'entraînent, enfin bref, mais oui, ça doit pas être si diffusé que ça. Et j'espère que Seven Swords, vous avez prévu plus que vos tirages habituels. Non, ça va s'arracher. C'est Du non, temps 1000 qu'on exemplaires comme d'habitude. Voilà, faut pas très. Ouais, Donc alors, dépêche-toi faudra- quand il sortira. Faudra pré-réserver alors du coup. On en reparlera de toute façon quand le coffret sortira, bien évidemment. Ça nous permettra de faire une énième émission sur Shark, mais on en a jamais assez. Ça nous fera la deuxième ou troisième de l'année, mais c'est pas grave, c'est pas grave. on aime bien nous. Voilà, donc merci beaucoup. Merci Merci, Antoine, merci de m'avoir accueilli. Merci d'être venu. Film, d'avoir répondu à nos bêtises. Bon courage pour la suite et on attend les prochaines éditions avec impatience. Donc voilà, c'était l'entretien avec Antoine Guérin de Spectrum Film que nous remercions grandement du temps qu'il a bien voulu nous accorder. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir.